Donc bonjour et bienvenue au nom du groupement Management et Ressources Humaines, avec l'appui du groupement Conseil. Siane, qui est notre présidente, fera une présentation des prochaines conférences. On vous remercie d'être là pour cette conférence sur les apports de la psychologie positive en entreprise, avec la participation de Jacques, qui va se présenter. Historiquement, la psychologie s'est intéressée à la résolution des problèmes. 20 fois plus d'études, encore maintenant, est dédiée à la dépression, l'anxiété et tous les mécanismes de résolution de problèmes, plutôt que l'étude du bien-être, du bonheur et un certain nombre d'éléments qui font le cœur de la psychologie positive, tel que cela va être présenté par Jacques. Et il y a une vingtaine d'années, Jacques nous donnera les dates exactes, il y a eu un changement qui était, comment dirais-je, ponctuellement, qui émanait de recherches de certaines personnes, qui ont été consolidées sous le nom de la psychologie positive. Il y a plusieurs acteurs clés. Martin Seligman, qui était le président des psychologues américains, a lancé ce mouvement, ce changement à la fin des années 1990. Et en France, on compte Christophe André, ainsi que Jacques le compte, dans les personnes qui écrivent, qui vulgarisent, qui publient. J'ai connu Jacques il y a quelques années. Il a, après de nombreuses vies, eu son doctorat en psychologie, à 47 ans, sur le thème de la résilience. Il a publié un collectif, il a participé à plusieurs collectifs avec Christophe André. C'était le président fondateur de l'Association française de psychologie positive et il a été enseignant dans plusieurs universités. Quand j'ai appris il y a quelques mois que son prochain ouvrage, qui paraîtra en 2015, sera sur le thème de la psychologie positive en entreprise, je me suis dit qu'à HEC, on avait toujours quelques mois d'avance et que l'idée, ça serait de partager avec vous plusieurs des découvertes, plusieurs des choses qu'il va écrire dans ce livre, dont il va nous parler dans quelques instants. Siane, tu voulais nous présenter les prochaines? À la fin? D'accord. Jacques, c'est à toi. D'accord. Non, le micro-cravate. Bonsoir. Voilà, merci pour cette invitation donc de Grégory, de HEC Alumni plus généralement. Et merci à vous d'être là ce soir. Alors, effectivement, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Grégory. Oui, enfin, en gros, si vous voulez, la psychologie positive, elle est partie d'un constat qui était d'une sorte de monofocalisation sur la souffrance, ce qui a été une bonne chose de s'intéresser à la souffrance psychique pour essayer de la soulager, mais qui a provoqué donc cette monofocalisation pendant pratiquement un siècle. Et au moment où Martin Seligman arrive à la présidence de l'Association américaine de psychologie, eh bien, il va faire ce constat d'une part et ouvrir un nouveau champ de recherche. Et voici ce qu'il dit notamment dans un numéro d'American Psychologist. Voilà. Alors, pas seulement celle d'améliorer en tant que pratique, mais également celle de comprendre en tant que recherche fondamentale. Et puis, il y a une sorte d'acte fondateur qui va être en janvier 2000, donc vraiment au tournant du millénaire, tout un numéro de la même revue American Psychologist qui va être consacré à la psychologie positive. Voilà, c'est à ce moment-là que moi j'en ai pris connaissance et ça correspondait tout à fait à mes centres d'intérêt de ce moment-là. Et puis, quelques années après, une définition, alors il y a plusieurs définitions, mais elles se ressemblent plus ou moins, et celle-là, j'y suis très attaché. Alors tout d'abord, c'est l'étude scientifique, hein, c'est-à-dire que la psychologie positive, ce n'est pas seulement des belles idées, une vision humaniste des relations humaines et de la vie personnelle, mais c'est d'abord des laboratoires de recherche universitaires. Et puis, alors conditions et processus, hein, dans le processus c'est important, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas figé, les structures relationnelles ne sont pas figées. Et enfin, je voudrais surtout insister sur un dernier point qui est fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Ce qui m'amène à dire qu'il y a trois dimensions de la psychologie positive. La dimension personnelle, interpersonnelle, le groupal commençant à 2, hein, et institutionnelle, voire sociétale, politique. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la psychologie positive, et quand on en parle, en gros, c'est la psychologie du bonheur.
Et moi, je dis que c'est extrêmement réducteur. J'avais des journalistes au tout début où on parlait de psychologie positive en France, comme j'avais été repéré. Alors, ils m'appelaient et puis ils me disaient au téléphone, « Alors, vous êtes le spécialiste, le psychologue du bonheur ?» J'ai dit, « Non, je suis un spécialiste de psychologie positive. » Bah, c'est pareil. Ah non, non, c'est pas que ça. Voilà. Alors, bien sûr que le bonheur fait partie de la psychologie positive, mais inversement, la psychologie positive ne se réduit pas au bonheur. Si on prend le premier niveau, le niveau personnel, il y a le bonheur, mais vous avez aussi l'optimisme, la motivation, le sens de la vie, la résilience, que sais-je encore. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça peut contribuer au bonheur, mais ce n'est quand même pas les mêmes thèmes de recherche. Voilà. Maintenant, vous n'avez pas que cela. Vous avez le niveau interpersonnel et vous avez des tas de travaux sur la coopération, sur l'empathie, sur la gratitude, sur le pardon, sur la confiance, sur le respect, la reconnaissance. Vous voyez donc que ça va bien au-delà d'une vision strictement personnelle. Et puis, vous avez ce troisième niveau, qui est en quelque sorte l'application des deux premiers, et surtout du deuxième, je pense, dans une vision plus large, une vision sociétale. En l'occurrence, aujourd'hui, par exemple, je vous montrerai les implications dans le monde du travail et des organisations. C'est un thème. On a aussi des travaux qui montrent que ça a de l'impact. Des éléments tels que la coopération, l'empathie, le respect, eh bien, peuvent avoir un impact dans la justice, dans l'éducation, même dans les relations internationales. Je vous prends un exemple. L'étude des négociations et médiations dans les relations internationales, c'est de la psychologie au départ. Hein, eh bien, ça peut éviter le risque d'une guerre ou, au contraire, le provoquer si ça se passe mal. Des simples éléments de psychologie. Si vous prenez un thème qui est par exemple l'éducation, on sait aujourd'hui, on a énormément d'études qui montrent que l'apprentissage coopératif est bien plus efficace que l'apprentissage compétitif. Alors là où on l'attend le plus, évidemment, c'est au niveau des résultats scolaires, mais pas seulement, au niveau ambiance dans la classe, respect des enseignants, diminution des incivilités et des actes de violence, des formes de stigmatisation, que ce soit à l'égard du poids, du genre, enfin du sexe, des handicaps ou toutes sortes de choses. Donc vous voyez bien qu'on est très loin d'une vision individuelle, voire individualiste, voire nombriliste de la psychologie positive, du petit bonheur personnel, c'est beaucoup plus large que ça. Alors il y a quelques années, alors qu'on ne parlait pratiquement pas de psychologie positive, j'avais proposé aux éditions Duno de faire un bouquin là-dessus. Ça a été le premier livre de caractère universitaire qui a été sorti en France. Et j'ai fait un peu ce que j'appelle, j'ai fait le collier. C'est-à-dire, j'ai joué le rôle un peu de fil du collier. C'est-à-dire, on ne voit pas beaucoup dans ce livre, mais j'ai rassemblé des perles qui étaient un peu éparpillées, en tout 23 auteurs qui mettent en avant. Donc, alors, avec cette proposition que j'avais faite aux éditions Duno, qui a été acceptée, avec d'ailleurs beaucoup d'intérêt, qui était donc de dire, là-dedans, vous avez trois parties. Une première partie, la psychologie positive, un art de vivre avec soi-même, on est dans le premier niveau. Une deuxième partie, vous avez 6 chapitres. Une deuxième partie, la psychologie positive, un art de vivre avec autrui. Donc vous avez des textes sur les relations interpersonnelles diverses et variées. Et puis un troisième niveau, la psychologie positive, un outil de changement social. Voilà. Donc ça, c'était en 2009 et... voilà, on avait fait ça il y a quelques années. Alors, je voudrais, pour le propos d'aujourd'hui, vous présenter donc justement ces 3 niveaux à travers quelques thèmes. Motivation. Alors, j'ai mis ensemble motivation, sens au travail et vocation. On pourrait les séparer. Dans l'ouvrage auquel faisait allusion Grégory, effectivement, je vais faire des chapitres différents, mais je vais rassembler tout ça dans un truc. Après, niveau interpersonnel, coopération, confiance, esprit de service dans l'entreprise, en particulier au niveau des managers. Et puis, niveau institutionnel, eh bien, on verra qu'il y a des... Comment dire, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la RSE, voire RSEE, responsabilité sociale, environnementale, des entreprises. Eh bien, la psychologie a quelque chose à dire. Voilà. Alors, si je prends le premier thème, motivation sans autre. D'abord, il y a un premier point qu'il est important de comprendre, c'est le fait qu'en psychologie, vous avez pas mal de théories de la motivation et plus de 100 théories de la motivation. Et en particulier, il y a une théorie qui a eu et qui a toujours un grand succès,
qui a été élaboré par deux chercheurs américains, Edward Deci et Richard Ryan, et c'est la distinction entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Pour faire très court, ça a été essentiellement étudié dans deux univers, l'enseignement, plus à l'école, mais aussi dans les enseignements supérieurs, et puis le monde du travail. De manière simple, un élève qui se trouve dans sa classe et qui aime beaucoup étudier la géographie, est très motivé pour la géographie, mais vous avez deux élèves l'un à côté de l'autre. L'un, il étudie la géographie parce que la géographie, c'est passionnant, c'est super intéressant de comprendre les montagnes, les fleuves et tout ça. Et l'autre, il est très motivé par la géographie, mais c'est parce qu'il sait que s'il travaille bien, à la fin du mois, il aura une bonne note. Dans le premier cas, vous avez la motivation intrinsèque. Dans le deuxième cas, vous avez la motivation extrinsèque. Des études initiales avait montré que plus on augmente la motivation extrinsèque, c'est-à-dire on met l'accent sur les récompenses externes, telles que les notes, plus on diminue la motivation intrinsèque, l'intérêt spécifique interne, intrinsèque pour l'activité. Alors, avec l'école, ça va bien, on se dit qu'il faut éviter de mettre l'accent sur les notes, sinon les gamins ils seront moins intéressés par les matières elles-mêmes. Mais, puisque le deuxième domaine, c'est le monde du travail, ça commence à coincer un petit peu. Payez le moins possible vos salariés, ils seront plus motivés. Vous voyez ? Donc là, il y en a qui contesteraient, et c'est contestable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. En gros, la motivation... un bon salaire a tendance à augmenter la motivation intrinsèque, tout simplement parce que c'est une sorte de crédit inconditionnel qu'on fait à la personne. On ne sait pas, un contrat ne dit pas ce que la personne va faire. En revanche, les primes à la performance qui sont données a posteriori, eh bien, elles diminuent la motivation intrinsèque. Il y a une grosse différence d'impact du salaire et des primes. Mais tout de même... à l'heure actuelle, on n'est plus au niveau d'études, on est au niveau de synthèse, de ce qu'on appelle des méta-analyses, des synthèses statistiques, et notamment une méta-analyse qui a été faite il y a quelques années montre que ce n'est pas l'argent qui motive principalement les personnes au travail, quel que soit le type de métier. Il y a deux éléments essentiels, l'intérêt pour le travail et puis les bonnes relations avec les collègues et encore plus avec le supérieur hiérarchique. Donc vous avez ce côté 1, personnel de motivation intrinsèque, 2, de relationnel. Maintenant, d'autres choses, puisque je viens de faire allusion aux primes à la performance, c'est un outil qui est largement utilisé d'abord dans le privé, qui maintenant se diffuse de plus en plus dans le service public, et en fait, il est contre-productif. Je ne vais pas rentrer, j'ai beaucoup étudié ce sujet, je vais très vite, mais en gros, si vous voulez, ça incite tout simplement à faire des actions qui sont potentiellement source de revenus financiers, mais ça diminue, ça augmente peut-être parfois la quantité, ça diminue la qualité, ça pervertit les relations de coopération dans les équipes, ça diminue la performance globale. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est contre-productif. Un des domaines où ça a été le plus étudié, notamment, c'est le domaine de la santé en Grande-Bretagne, où ça a été largement diffusé auprès des médecins. Eh bien, on s'est rendu compte que ça n'était pas efficace, voire parfois, dans certains domaines, contre-productif. Bien. Là-dessus, avant de me permettre de dire ça, j'ai compulsé des dizaines et des dizaines d'études. Maintenant, voilà en gros ce qui ressort. Alors oui, le travail, l'aspect financier est important pour accéder à une certaine qualité de vie matérielle, mais on sait aussi que ce n'est pas l'argent qui rend heureux. D'autres études. Se forger une identité, être utile aux autres, tisser des liens, donner du sens à sa vie. Le côté être utile aux autres est un des éléments essentiels de la motivation intrinsèque au travail. Alors, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs qui ont même évoqué le mot vocation pour parler du travail. Alors, Wrzesniewski et ses collaborateurs ont proposé que finalement, face à notre activité professionnelle, nous avons 3 postures possibles. Soit c'est un job, c'est-à-dire c'est tout simplement je fais ça parce que motivation extrinsèque pure, à la fin du mois j'ai un salaire. Mais le boulot en soi,
Si je pouvais m'en passer, ça ne serait pas plus mal. La carrière, c'est qu'il y a le côté salaire, mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que, eh bien, avec le temps, avec l'expression de mes compétences, eh bien, je vais pouvoir grandir dans l'échelle. Voilà, donc ça, on est dans une motivation toujours extrinsèque, mais peut-être moins liée au salaire pur. Un problème se pose aussi, c'est à un moment, si on est en haut de l'échelle, qu'est-ce qu'on fait? Où est l'intérêt du travail? Et ça peut même évidemment se poser avant. Du coup, la troisième idée, c'est l'idée de la vocation, calling, donc le fait de se sentir appelé. Alors évidemment, le mot vocation historiquement a aussi une dimension religieuse, mais là c'est pris dans un sens laïque. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens eh bien, vivent leur métier comme une vocation. Et des métiers sont plus aptes à cela, mais ce qu'ont montré Tversky et ses collègues, c'est qu'en fait, ça peut se retrouver dans toutes sortes de métiers. Moi, je vous donnerai un petit exemple personnel. Je faisais des formations une fois par an, quelques jours de formation dans un organisme de formation pour des jeunes, et c'était des jeunes qui étaient sortis du système scolaire. Et là, quand j'arrivais, il y avait toujours une personne qui était, mais un sourire permanent, et c'était la femme de ménage. Et je suis venu plusieurs années, et puis bon, on n'échangeait pas beaucoup, mais au moins par les regards, la relation était assez sympathique. Et une année, au bout de 3 ans à peu près que j'intervenais dans cet établissement, je venais seulement quelques jours dans l'année, et je me suis autorisé de lui demander, mais bon, alors je ne savais pas trop comment dire, vous voyez, et je dis, bon, vous savez, le métier de femme de ménage, c'est pas un métier très bien reconnu. Elle me dit, vous inquiétez pas, je suis à l'aise. Moi, il n'y avait pas de problème avec ça. Et je lui dis, mais je suis impressionné parce que vous êtes toujours souriant. D'ailleurs, quand j'avais discuté avec la direction de l'établissement, il m'a dit, mais les jours où elle est en vacances, où elle est malade, mais c'est plus la même atmosphère, c'est le soleil de notre maison, de l'établissement. Et alors, donc je lui dis ça, elle me dit, mais écoutez, c'est normal. Il y a des jeunes, c'est des jeunes en difficulté. Moi, je comprends ce qu'ils peuvent vivre. Moi-même, j'ai eu des difficultés pour apprendre et tout. Et alors, mais moi, j'essaye de leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent apprendre. Voilà. Pour moi, c'est très important qu'ils soient dans... Et puis en plus, ils me respectent, ils m'aiment bien, ils me respectent. Alors c'est normal que je sois heureuse pour eux. Voilà. Donc c'était une personne qui avait véritablement fait de son métier une vocation. Alors, la vocation peut être dans d'autres domaines, mais tout métier peut devenir une vocation. Et ça, c'est vraiment des domaines nouveaux de recherche. Alors c'est vrai on a essayé de voir qu'est-ce qui était le plus susceptible d'être un métier vécu comme vocation. Voici quelques éléments qui sont ressortis de certains travaux. On ressent plus une vocation quand c'est utile aux autres. Les femmes ressentent plus le sentiment d'une vocation que les hommes, mais c'est lié au fait que plus de métiers féminins sont des métiers de care, de service aux autres. Et puis les personnes qui croient plus à la justice sociale, qui valorisent l'interdépendance, et bien également. Et alors il y a une étude, alors il y a pas mal d'études, là je vous en donne une, mais il y a une étude qui m'a beaucoup intéressé, ça a été à propos à la suite du 11 septembre. Alors il y a des cas individuels, mais là c'est vraiment une étude assez large, et on s'est rendu compte que des gens qui étaient, alors des traders, enfin tous les gens qui étaient vraiment tout à fait dans cet univers, ils ont quitté leur emploi pour devenir pompiers, pour devenir infirmières, travailleurs sociaux. Ils se sont dit, mais à quoi ça sert de gagner plein d'argent, de faire circuler plein d'argent si je meurs demain? Je voudrais que ma vie soit utile d'ici là. Alors ne croyez pas que je suis contre l'univers de l'économie, parce que je sais que je suis à HEC et que je pense que ce n'est pas ce que je pense. Ce que je veux dire, c'est que plutôt, il faudrait prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que dans tout métier, eh bien, dans tout métier, ce qui me semble important, c'est d'essayer de voir en quoi il peut être socialement, relationnellement utile, quel qu'il soit. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à un deuxième aspect qui est l'aspect interpersonnel. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pas d'un auteur scientifique, mais ça vaut quand même son
son poids, eh bien, je pense qu'effectivement, Saint-Exupéry ne se trompait pas. Vous savez, on connaît la phrase de Milton Friedman qui, dans les années 50, disait, ou 60, dans le New York Times, que la seule finalité, la seule raison d'être, la seule responsabilité sociale des entreprises, c'est d'augmenter le profit des actionnaires. Je pense que c'est une erreur fondamentale, et je ne suis pas le seul à le penser aujourd'hui. Je pense que la raison d'être des entreprises, c'est d'une communauté au service d'abord donc des personnes qui y sont pour avoir des meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de travail possibles. C'est deuxièmement produire, fabriquer des produits de qualité, que ce soit des produits matériels ou des services. Et troisièmement, dans le respect de l'environnement, voire l'amélioration de l'environnement. Alors maintenant, je vais vous présenter un certain nombre d'études qui montrent qu'effectivement, on peut vivre mieux dans l'entreprise et que tout ça peut avoir aussi un impact même économique. Mais je voudrais juste souligner quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que la psychologie positive se répand dans les médias. Maintenant, la psychologie positive dans les organisations se répand aussi petit à petit, et tant mieux, je ne vais pas m'en plaindre, mais je dis qu'il faut faire attention. De la même manière que je dis qu'il faut être prudent de ne pas réduire la psychologie positive à l'individu seulement, eh bien, je crois qu'il faut faire attention parce que la psychologie positive actuellement est beaucoup diffusée dans le monde du travail et des entreprises avec l'argumentation suivante: rendez vos salariés heureux, ils seront plus productifs. Cette argumentation, je m'en démarque totalement. Je pense que si un patron envisage d'améliorer les conditions de travail d'une entreprise, eh bien, il le fera, il devrait le faire au service de ses salariés. Une vision utilitariste de la psychologie positive me semble, viciée, contre-productive. J'entends parfois, oui, mais il faut bien parler aux patrons parce qu'ils sont capables, ce qu'ils peuvent entendre. Alors moi, je pense que éthiquement, c'est très contestable ce discours. Je l'ai entendu parce que ça revient à réduire les patrons à des êtres qui n'ont qu'une vision économiste dans la tête. Or, je pense que beaucoup de patrons ont le sens des responsabilités sociales, environnementales. Et puis, soyons très clairs, c'est aussi une vision très réductrice des salariés. Ça veut dire, c'est un peu comme des rats, vous voyez, vous leur mettez dans telle condition, ils vont fonctionner comme ça, vous les mettez dans une autre, vous changez les conditions, ils vont fonctionner autrement. Sauf que, quand même, le cognitif est important, et les salariés, s'ils sont habitués, par exemple, à travailler sous la direction d'un patron qui a essentiellement une vision utilitariste, et que d'un seul coup, il dit « Ah, on va mettre des meilleures conditions de travail », ben, ils vont d'abord se méfier. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc qu'on est en train de nous préparer pour nous manipuler ? Résultat, ils ne vont pas forcément marcher dans la combine. Résultat, la psychologie positive ou la pseudo-psychologie positive qu'on aura mise en place, ça ne marchera pas. Et donc, le patron pourra se dire, vous voyez bien, ça ne marche pas, et moi, je reviens aux bonnes vieilles méthodes. Je pense que c'est une vision totalement erronée. Moi, j'ai rencontré des patrons, j'ai rencontré des cadres supérieurs qui pratiquent la psychologie positive, parfois comme Jourdain, sans le savoir, parfois en sachant que ça relève de cette discipline. Eh bien, ils le font par éthique profonde. Et évidemment, ça change tout. Voilà, bon, ça me semblait être un petit préalable quand même pour la suite, qui me semble importante. Alors, dans ces aspects interpersonnels, je voudrais d'abord vous parler de la coopération. Oui, alors je voudrais d'abord vous parler d'une étude qui me semble assez intéressante. C'est une étude qui a été faite en Allemagne auprès d'informaticiens. Je vous présente quelques études, parfois des synthèses, auprès d'informaticiens allemands. En gros, on demande aux gens, ça a été fait à plusieurs endroits, et on demande à des informaticiens qui travaillent dans des structures quels sont parmi leurs collègues ceux qui leur semblent les plus performants et les plus coopératifs. Par ailleurs, on leur fait passer des tests de compétences professionnelles, c'est-à-dire des sortes d'énigmes informatiques. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation entre le niveau de performance et le niveau de coopération. Et en fait, alors, corrélation, causalité, ce n'est pas forcément la même chose, mais en fait, il y a une sorte de causalité circulaire, c'est-à-dire que les gens qui sont les plus compétents, ils ont tendance à être à l'aise avec eux-mêmes, et donc, ils ne font pas trop de rétention d'informations. Quand on leur demande de les aider, qu'ils aident, eh bien, ils aident leurs collègues plus facilement que la moyenne des gens. Et eh bien, en aidant, ça fait que le jour où ils ont besoin d'aide, et que, eh bien, eux-mêmes, on leur envoie l'ascenseur, et du coup, ils deviennent plus compétents. Donc, il y a une sorte de causalité circulaire, voire même
de spirale vertueuse et non pas de cercle vicieux. Une autre étude intéressante à ce propos, alors celle-là, elle est vraiment ancienne, vous pouvez le voir, 60 ans, vous voyez, là, j'ai pas rien de nouveau, de plus neuf sur ce thème-là. Eh bien, j'ai pas trouvé d'étude qui ait cette méthodologie, j'aimerais bien, mais je trouve que c'est très intéressant. Ces deux agences, aux États-Unis, équivalent, si vous voulez, Pôle emploi, donc de placement de personnes au niveau du travail. Et alors, dans l'une, la direction pense qu'il faut jouer la compétition entre les personnes, entre les salariés de l'équipe. Et que plus on sera en compétition les uns avec les autres, plus on sera performant. Et que les résultats iront, et on verra bien ce qui va se passer, les résultats iront du côté des plus compétitifs. Et puis dans l'autre, c'est l'inverse. La direction pense qu'au contraire, il faut fonctionner dans la coopération. Alors, si on prend le groupe A, le groupe compétitif, eh bien, effectivement, si on reste dans l'intérieur de ce groupe-là, on se rend compte qu'effectivement, là, la corrélation est assez nette. Ce sont les gens qui sont les plus compétitifs. Il y a une échelle, hein, on mesure les gens qui partagent les infos ou qui la partagent le moins possible. Eh bien, et en particulier celui qui est le plus compétitif, qui partage le moins, dès qu'il a de l'info, il fait de la rétention d'informations, eh bien, c'est lui qui a les meilleurs résultats. Donc, vu de l'intérieur, comme ça, eh bien, la direction a la conviction qu'effectivement, son système marche bien. Mais, en fait, c'est une illusion. Tout simplement parce que si on compare le premier groupe, le groupe A compétitif, au groupe B coopératif, eh bien, le groupe B coopératif, globalement, est plus performant, a des meilleurs résultats. Meilleurs résultats au niveau quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de placements qui sont faits. Mais surtout, meilleurs résultats qualitatifs, c'est-à-dire que dans le premier cas, le gars, il est tout seul dans l'équipe A. Eh bien, il est tout seul, donc il essaye d'avoir un employeur, il essaye d'avoir un salarié qui essaye de se faire recruter, et puis il essaye de faire. Mais ça ne fonctionne pas toujours, il ajuste, mais ce n'est pas toujours au point. Dans l'équipe B, ils se retrouvent régulièrement, ils discutent, et il y en a un qui dit « Ah, j'ai un employeur qui m'a téléphoné, il aurait besoin d'un ajusteur, ou je ne sais pas, enfin, d'un menuisier. » Ah, mais moi, j'ai justement celui qu'il faut. Ça tombe pile. Vous voyez, plus vous avez de personnes dans le panel, plus, évidemment, ça a des chances de... Donc, les durées de placement sont plus longues. Donc, plus de placements, durée de placement plus longue. Donc, effectivement, comment dire, la démarche coopérative dans une équipe marche nettement mieux. Alors, là où c'était le plus net dans le premier groupe, le côté compétitif, alors je vous donne, c'était au moment des entretiens annuels. Et je vous donne une citation, donc dans ce premier groupe A, quelqu'un qui dit « Particulièrement quand s'approche la période d'évaluation, on entre en compétition. On ne se préoccupe pas d'attribuer le poste à la personne qui y correspond le mieux, mais de faire soi-même le placement. » Dans le groupe B, quelqu'un dit « Personne ne nous a demandé combien de placements on a fait. L'accent a été mis sur la qualité, nous avons discuté ensemble chaque jour. » Et Peter Blow emploie l'expression de groupe anti-productivité, ce qui est étonnant, mais voici ce qu'il dit, donc l'auteur, le sociologue qui a fait cette étude. La réduction de l'anxiété dans le groupe anti-productivité a finalement augmenté sa productivité. Par ailleurs, deux petits éléments supplémentaires d'information. On a demandé à l'ensemble des personnes des deux groupes, est-ce que vous préférez travailler en coopération ou en compétition avec vos collègues? Et pratiquement tous disaient, on préfère travailler en coopération. Bon. Donc c'est assez intéressant. Deuxième élément, Peter Blow a également demandé si les gens avaient des activités hors travail avec leurs collègues. Et dans le groupe A, aucun n'avait d'activité. Dans le groupe B, tous avaient des activités de temps en temps avec leurs collègues à l'extérieur, sauf un qui venait d'arriver depuis 15 jours. J'ai envie de dire c'était le temps d'intégration qui devait se mettre en place. Voilà. Maintenant, dernier point sur la coopération, un livre qui a été écrit sur la Mayo Clinic. La Mayo Clinic, c'est une des cliniques les plus performantes au monde, mais qui ne reçoit pas seulement des gens très riches, qui reçoit aussi des gens avec peu de moyens. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous verrez le niveau de performance de Mayo Clinic. Le fondateur de la Mayo Clinic, puis ses deux fils qui ont repris ensuite le flambeau, puis maintenant, évidemment, ça fait plus de 100 ans que ça existe. Donc. Mais eh bien, le fondateur a dit deux principes. Un, c'était que
le but de son établissement, eh bien, c'est d'apporter le meilleur soin aux patients. Alors, ça paraît évident, mais le meilleur soin, pas seulement médical, le meilleur soin humain. Donc, en anglais, to cure and to care, les deux éléments. Et, deuxième élément important, pour parvenir à cet objectif, la médecine, je cite, la médecine est une science coopérative. Je vous donne deux exemples qui montrent cela. Un, du côté de prendre soin des personnes. C'est une femme qui est hospitalisée dans l'établissement, qui a le cancer et qui est en phase terminale de cancer. Sa fille va se marier, s'apprête à se marier, et elle souhaite tellement qu'avant son décès, sa maman puisse assister à l'événement. Oui, mais le problème, c'est que l'état de santé de cette dame ne permet pas un déplacement jusqu'à l'église, même la plus proche. Du coup, ils vont organiser, ils vont mettre en place, enfin dans la salle la plus grande de l'établissement, eh bien, ils vont organiser le mariage dans cette salle. Et il y a même, comment dire, il y avait des escaliers et puis des sortes de balcons, enfin tout autour. Et la jeune femme disant, c'était comme des anges qui chantaient, puisqu'ils ont mis un piano, un salarié de l'établissement a joué au piano, les salariés chantaient autour. Et donc, voilà, ils ont fait ça. Pour eux, c'était très important de respecter la volonté de cette famille. Autre élément sur l'aspect, là, la médecine est une science coopérative, eh bien, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée dans ce livre. C'est un jeune chirurgien qui est arrivé il y a quelque temps, et il admire énormément un chirurgien qui est dans la Mayo Clinic, qui est quelqu'un de réputé, qui a une longue carrière derrière lui. Et un jour, ce jeune chirurgien est dans son bureau et il a un coup de téléphone. Et le coup de téléphone, c'est ce chirurgien expérimenté qui lui dit, voilà, j'aimerais bien... je vais devoir faire une opération, c'est délicat. Vous qui sortez des écoles il n'y a pas longtemps, vous devez avoir les dernières informations. Est-ce que vous pourriez me dire, dans ce cas précis, qu'est-ce que je dois faire? Et le jeune n'en revient pas de se rendre compte que cet homme si reconnu, si valorisé, puisse lui poser cette question. Alors il lui dit, ben voilà, l'état de la science. Et finalement, quelques heures après, il a un deuxième coup de téléphone. Ben écoutez, je vous remercie, ça s'est très bien passé, merci. Voilà. En gros, à la Mayo Clinic, eh bien, un des éléments d'ailleurs majeurs du recrutement, c'est la capacité des individus à coopérer et à être, j'ai envie de dire, humbles. Deuxième élément, la confiance. Le sentiment de liberté, vous avez, ça c'est une expérience qui a été faite à Marseille, un organisme de formation auprès de jeunes sortis du système scolaire qui essayent de rentrer dans le monde du travail. Et ça a été fait en lien avec des psychologues sociaux qui s'appellent Beauvois et Joulet. Certains connaissent peut-être le fameux petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens qui a été qui est toujours un best-seller. Et ils ont écrit un livre moins connu qui s'appelle « Soumission librement consentie ». En gros, il va y avoir deux groupes, groupe expérimental, groupe contrôle, mais tout va être identique tout au long de l'année de formation. Sauf, la population est la même, des jeunes formés, le formateur est le même dans les deux cas, sauf que dans un des deux groupes, le formateur dit ceci. Il leur explique, puis après il leur dit « Vous connaissez à présent le déroulement de ce stage et son objectif. Il y a des règles strictes que nous tenons à faire observer pour que les stages se passent au mieux et pour obtenir les meilleurs résultats. Je vous rappelle que les présences sont contrôlées. Je ferai donc circuler tous les jours les feuilles de présence. Je vous rappelle aussi que toute absence injustifiée donne lieu à une retenue sur votre salaire mensuel, conformément à la législation du travail. J'insiste donc sur le caractère obligatoire de votre présence. » Deuxième groupe, encore une fois, même population de jeunes, même formateur. Vous connaissez à présent le déroulement de ce stage et son objectif. Je suis normalement tenu à un contrôle des présences puisque, vous le savez, chaque absence injustifiée donne normalement lieu à une retenue de salaire. Mais personnellement, je pense que les stages se passent mieux et que l'on obtient de meilleurs résultats si les participants sont des gens réellement motivés plutôt que s'ils suivent la formation par obligation. Aussi, c'est simple, je ne ferai pas d'appel, il n'y aura donc pas de retenue de salaire pour personne. Je prends sur moi de ne pas observer le règlement sur ce point. C'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas tirer parti de cette formation. Là, on est clairement devant deux propositions de motivation extrinsèque et de motivation intrinsèque. Je
crois que les choses sont assez claires. Alors, quand ils ont proposé, les chercheurs ont proposé ça à l'organisme de formation, le directeur il dit, mais disons, vous êtes fous, personne ne va venir. En fait, le taux d'absence était le même. Avec une nuance sur la forme, c'est que alors je vais parler de groupe contrôle, pas au sens méthodologique, là, de groupe surveillance, groupe surveillance et groupe liberté. Eh bien, dans le groupe surveillance, les formateurs étaient mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que le matin, il manquait 3 jeunes. Bon. Dans le groupe liberté, les jeunes prévenaient à l'avance et expliquaient pour quelles raisons ils ne seraient pas là le jour dit. Mais ça, c'est à la limite peu important. Ce qui est plus important, c'est les résultats. À la fin du stage, 56% des stagiaires du groupe liberté ont trouvé un emploi, contre 25% dans le groupe surveillance. 3 mois plus tard, le taux était de 69% dans le groupe liberté et de 35% dans le groupe surveillance. 2 fois plus à la fin, 2 fois plus 3 mois plus tard. En fait, on est vraiment dans la dynamique de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que si vous dites, ou extrinsèque, si vous dites à des jeunes, voilà, vous serez contrôlés, le jeune ne pourra jamais savoir au fond, lorsqu'il vient, est-ce qu'il vient parce qu'il a envie de venir et d'avoir un boulot, ou est-ce qu'il vient parce qu'il y a le contrôle? Il ne peut jamais en être sûr. Dans le groupe liberté, eh bien, il sait que s'il vient, il n'y a aucune raison autre que son propre choix. Et du coup, ça détermine quelque chose, parce que les résultats de 2 fois plus sont liés aussi à quelque chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les jeunes qui sont dans le groupe liberté sont 2 fois plus nombreux à faire des recherches de recrutement et des choses comme ça. Donc, il n'y a rien de magique, c'est tout à fait... ils sont convaincus qu'ils sont là parce qu'ils ont envie d'y être, et ça motive une dynamique d'action. Alors, oui, pardon, voilà, excusez-moi. Les entreprises, alors vous avez Isaac Getz et Brian Carney qui ont écrit un livre Liberté et compagnie et qui développent aujourd'hui le concept d'entreprise libérée. C'est en fait, c'est des profs de business school qui ont étudié un certain nombre d'entreprises en France et surtout à l'étranger. En France, vous avez notamment l'entreprise Favi, qui est une entreprise de fonderie, et où on laisse totale liberté. On a enlevé les pointeuses, on a enlevé le cadenas et puis les contrôles dans le magasin où les gens se servent pour avoir des chaussures de sécurité et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les entreprises où les patrons font une totale liberté à leurs collaborateurs, parfois même, ça c'est encore un autre truc, il y en a même qui ne mettent aucune règle au niveau des horaires, eh bien, elles sont très performantes. Dans une vision de l'homo economicus classique, ça ne fonctionne pas. C'est complètement... Oui, c'est que le salarié est un petit roublard qui va vous filer entre les pattes dès que vous ne le contrôlez pas. Cette vision-là, elle est erronée. Les gens à qui on laisse de la responsabilité, on fait confiance, eh bien, généralement, sont fiers de cette confiance et tiennent à l'assumer. En gros, vous avez à peu près 2% des gens qui ne vont pas respecter les règles, et ça a amené à peu près à cette phrase d'un manager qui disait « Manager selon le mode du contrôle, de la surveillance, c'est manager 100% du personnel avec un mode de management qui concerne 2 ou 3% du personnel. » Donc, ça peut marcher pour les 3%, mais ça ne marchera pas pour les 100%. Les 97% autres, et même ces 3%, ce qu'on a observé, c'est que dans les entreprises qui fonctionnent de cette manière-là, eh bien, il y a une sorte de contrôle social par les collègues, qui évidemment, même s'il n'y a pas de contrôle par la hiérarchie, font comprendre à leurs collègues qu'il faudrait bien qu'ils respectent des règles. Maintenant, le leadership serviteur, alors ça, c'est venu d'un homme qui s'appelle Robert Greenleaf, qui a été cadre supérieur dans des entreprises au cours de sa carrière, et qui, à la fin de sa vie, a écrit en quelque sorte sur sa pratique, sur la pratique de collègues. Alors je trouve ça intéressant parce que c'est une théorie, pratiquement toutes les théories du leadership que je connais, il y en a un certain nombre, vous les connaissez, eh bien, à ma connaissance, sont toutes des théories qui ont été élaborées par des universitaires. Alors la plus connue, hein, c'est Max Weber, leadership charismatique, mais toutes les autres, leadership transformationnel et autres, transactionnel, enfin, c'est des
sociologues, des économistes, des profs de business school, et c'est à ma connaissance, mais je peux me tromper, la seule que je connaisse qui a été élaborée par un acteur, par quelqu'un qui travaille dans le monde de l'entreprise. Alors, Robert Greenleaf a écrit cela, et puis après, comment dire, ça a été repris par des économistes, des profs de business school, et qui ont mis des échelles. Bien sûr, les échelles de leadership serviteur ne sont pas remplies par le leader, le manager lui-même, même par le N-1 ou N-2, parce que vu que c'est assez positif, bah, les gens auraient tendance à se surclasser. Donc c'est bien sûr les gens qui sont sous leur responsabilité. Alors voilà deux citations, une de Greenleaf, et une que j'aime beaucoup de Mandela, le jour où il est sorti de prison, où vous aviez des centaines de milliers de personnes qui l'écoutaient et des milliards dans le monde à travers les médias. Et je crois qu'il a bien été dans le sens de ce qu'il a dit. Alors, voici... puisque je vous dis depuis, c'est repris par Peter Wong, qui est un des spécialistes de la psychologie positive, notamment au travail, a élaboré, enfin, est arrivé à un certain nombre de caractéristiques du leader-serviteur. Ce que dit Robert Greenleaf, c'est que le leader-serviteur n'est pas d'abord leader. En anglais, ça marche mieux, servant leadership. Il est d'abord un servant, c'est quelqu'un qui aime rendre service aux autres, et les circonstances de la vie l'amènent à avoir un poste de responsabilité. Ce n'est pas un leader qui choisit d'être serviteur, c'est un serviteur qui, à un moment, se retrouve en situation de leader. Voilà, là j'ai fait 2 fois la même, donc je vais passer. Alors, je voudrais vous dire quelque chose qui est assez intéressant, c'est... On pourrait dire, oui, c'est bien joli tout ça, mais alors moi j'ai rencontré des leaders serviteurs avec des entreprises qui tournent très 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 bien, mais je voudrais vous donner un exemple. Au moment vous avez une entreprise qui s'appelle Southwest Airlines. Alors, voici ce que dit le PDG de Southwest Airlines, c'est Robert Greenleaf. Il dit ceci, je n'ai jamais, le fondateur, enfin, qui est maintenant à la retraite, je n'ai jamais cherché le succès comme objectif. Je disais à mon personnel, regardez, si vous servez bien les clients chaque jour, le succès viendra. Ne vous préoccupez pas de cela comme un objectif. Remplissez simplement vos responsabilités quotidiennes. Appréciez les autres, servez-les, soyez gentils avec eux. Tout le reste s'arrangera pour vous. Je pense qu'il est important de choisir des gens qui ont une prédisposition à servir les autres. Il est difficile de réussir si vous recrutez des personnes qui sont totalement centrées sur elles-mêmes et qui ont essentiellement tendance à se servir. Je pense donc que le processus de recrutement est très important à ce sujet. Et il dit également, le meilleur leader est humaniste par nature. Vous voulez traiter les gens de façon juste, avec respect, vous voulez leur faire confiance. Si vous faites cela et qu'ils vous font confiance, ils répondront avec un effort prodigieux pour le bien-être de l'ensemble. Alors, je ne vais pas détailler, il suffit de regarder là aussi sur Wikipédia, mais Southwest Airlines est l'entreprise, la compagnie aérienne la plus rentable au monde. Elle existe depuis 1971, c'est la plus sûre aux États-Unis. Elle n'a jamais eu d'accident mortel en vol. Elle a celle qui recueille les plus hauts niveaux de satisfaction de la part des passagers, des clients. Bien. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose de particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? Après le 11 septembre, parce que je pense que je reviens à ce que je disais au tout début d'ailleurs, je pense que c'est particulièrement dans les moments de crise que peut être testé le fait qu'une entreprise fait du management humaniste par vision humaniste ou par vision utilitariste. Arrive le 11 septembre 2001, tous les avions américains sont cloués au sol pendant des semaines. Évidemment, les conseillers à la bourse conseillent du licenciement. Southwest Airlines n'a jamais licencié dans son histoire, n'a jamais licencié un seul employé. Quand il y avait des problèmes, ils discutaient, ils le plaçaient ailleurs, mais ils n'ont jamais licencié un seul employé. Ça peut paraître étonnant pour une grosse société, mais c'est le cas. Et puis, arrive le 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Herb Kelleher, le patron, a donné la main, a pressé leur tête en août. En août. Et en septembre, le nouveau patron, Jim Parker, se retrouve avec le 11 septembre sur le dos. C'est quand même... Et il va avoir cette déclaration qui va en quelque sorte graver dans le marbre ce qui n'était jusqu'à présent qu'une pratique non formelle, non formalisée. Il va dire « Nous n'avons jamais licencié, nous ne licencierons pas ». Avec cette politique, Southwest Airlines perd
1 million de dollars par jour. Mais il faut dire que Southwest Airlines a 1 milliard de dollars en cash sans endettement. Ça permet quand même de tenir. Mais vous allez voir, alors on pourrait dire, ah bah oui, c'est parce qu'ils ont des sous, mais vous allez voir qu'en fait, tout est lié en quelque sorte. Alors, voici une étude très intéressante faite par une sociologue des organisations et ses collègues. Vous avez qui rassemble deux éléments. Le pourcentage de licenciement des salariés après le 11 septembre et le redressement du cours boursier 4 ans plus tard. Donc on associe deux courbes. Ici, vous avez donc un certain nombre de... les principales entreprises de transport aérien américaines. Là, c'est les licenciements, et là, par ordre du plus petit au plus grand, Southwest Airlines et Alaska Airlines ayant 0% de licenciements. Et ici, retour au niveau du taux de la bourse, du plus haut 92% au plus bas 12%, 4 ans plus tard. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les deux entreprises qui n'ont pas licencié sont celles qui remontent le mieux 4 ans plus tard. Les trois entreprises qui ont le plus licencié sont celles qui se trouvent dans la situation économique la plus difficile 4 ans plus tard. Et au milieu, vous avez donc, alors ce n'est pas entièrement, vous voyez, ça croise quand même, mais globalement, enfin, on n'est évidemment pas dans une corrélation absolue, hein, mais globalement, l'idée que dans ce moment-là, il faut licencier pour que ça aille mieux, eh bien, ça s'est trouvé un peu contredit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Southwest Airlines? C'est qu'en fait, il y avait deux éléments de départ qui étaient d'une part un leadership humaniste et d'autre part une stratégie sobre de développement. Parce que Southwest Airlines a toujours une croissance à 2 chiffres. Mais avec ça, il y avait évidemment des conseils boursiers qui leur disaient il faut... là, il y a une entreprise qui ne va pas trop bien, vous pourriez l'acheter. Oui, mais l'acheter, c'est s'endetter fortement, enfin des choses comme ça. Et ils n'ont jamais voulu s'endetter fortement. Ils ont eu une gestion un peu à la grand-père, pas trop prendre de risques, voilà. Mais ce que j'appelle une stratégie sobre de développement. Alors, Gitel parle de réserve relationnelle et financière, c'est donc ce leadership humaniste et puis la stratégie sobre de développement. Moi, je l'ai appelé autrement, mais je reprends là les termes de Gitel et ses collaborateurs. Ça fait que ce qu'elle appelle des réserves relationnelles, c'est-à-dire ce que disait Herb Keller, c'est-à-dire que quand vous vous mettez au service du personnel, eh bien le personnel, il a confiance en vous et il est prêt à vous le rendre. Ce qu'elle appelle les réserves relationnelles. Les réserves financières, puisque cette stratégie sobre a évité des endettements massifs. Du coup, ces éléments font qu'ils ont pu se permettre de ne pas licencier en moment de crise. Enfin, d'une part, ils ont choisi de ne pas licencier, ça c'est le leadership humaniste, mais ils avaient les moyens de leurs décisions humaines. Ça fait un modèle économique viable, et in fine, l'évitement des licenciements a augmenté les réserves relationnelles. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que Southwest Airlines est une compagnie aérienne qui fait que du transport interne. Donc, elle ne fait pas des trucs, elle ne traverse pas l'Atlantique ou le Pacifique. Et après le 11 septembre, quand les avions ont commencé à revoler, c'est vrai aux États-Unis, c'était vrai en France, hein, c'est-à-dire que les contrôles de sécurité ont fortement augmenté. Le temps d'attente pour un passager a nettement augmenté, vous le savez. Et du coup, il y avait concurrence très forte avec le rail, voire le bus, enfin les autres modes de transport terrestres. Et ils ne pouvaient pas rattraper ça sur les transports internationaux, enfin transatlantiques, vous voyez. Donc ils étaient vraiment à risque de concurrence forte avec les autres modes de transport terrestres. Et Southwest Airlines avait une réputation, dans ce cas-là, pour une entreprise qui fait des vols internes, eh bien tout l'intérêt, c'est que les avions restent le moins longtemps possible sur la piste, qu'ils soient le plus longtemps possible en vol. Et quand ils y restent, que vite, ça soit vite fait pour qu'ils puissent repartir. Et ils avaient cette réputation, alors que c'est l'entreprise qui avait une réputation d'aller très vite sur le tarmac, de laisser très peu de temps les avions, en même temps avec un niveau de sécurité exemplaire, le meilleur de toute l'aviation américaine. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Évidemment, les salariés, pendant toute cette période de crise, vu qu'ils n'étaient pas licenciés, eh bien, ils ont augmenté leur investissement et sur le tarmac, ça allait encore plus vite après, sans diminuer la sécurité.
Donc, voilà. Donc, rétablissement assez rapide, oui, quand même, après la crise. Et d'ailleurs, en février 2001, 4 mois après 4-5 mois après le 11 septembre, Jim Parker annonce qu'il va, dans l'année 2002, en février 2002, Jim Parker annonce qu'il va recruter 4000 personnes à Salin, alors que d'autres compagnies continuent à ce moment-là à licencier. Voilà. Maintenant, je voudrais aborder le troisième niveau, la protection de l'environnement. Alors, il faut savoir que dans le domaine de la protection de l'environnement, les entreprises, vous avez 3 grands acteurs finalement. Vous avez les entreprises susceptibles de polluer ou polluantes. Vous avez les associations environnementales et vous avez, le troisième acteur, les agences d'État chargées de faire respecter des normes et puis des lois, enfin les lois. On sait peu que les associations environnementales ont évolué dans leur regard et dans leur relation avec les entreprises. De façon internationale, hein, ça. Alors, vous avez, un premier temps, ils ont essayé de faire des législations contraignantes. Ces vilains pollueurs, il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent comprendre, c'est des lois. Ah, il n'y a que comme ça qu'ils ont payé. Il y a eu des succès, mais ça n'a pas si bien marché que ça, finalement. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Parce que... Alors, deuxième temps, c'était l'appel au boycott. C'était d'essayer de faire pression en dénonçant ces pratiques inacceptables. Et finalement, depuis quelques temps, il y a eu des succès, mais c'est finalement globalement pas si efficace que ça. Troisième temps, et c'est la tendance majeure, mais les médias en parlent peu, eh bien, c'est la coopération. C'est d'avoir que les dirigeants, je prends par exemple de VVF ou l'UICN, enfin la LPO, les grandes associations environnementales en France, aux États-Unis, ailleurs, eh bien, les responsables rencontrent les responsables d'entreprise et essayent de voir ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à la thématique environnementale, 1, par conviction personnelle des dirigeants, 2, par stratégie, tout simplement parce qu'on sait que c'est aussi un élément de différenciation potentielle. Voici, alors je vous donne un exemple qui me semble assez intéressant, un article que j'ai trouvé très intéressant. Oui, alors voilà d'abord on parle aujourd'hui de l'approche volontaire environnementale dans les entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui vont au-delà des normes imposées par la loi. Ça se fait de plus en plus. Alors vous savez que aujourd'hui, dans les médias, on vous dit que la Terre est en train de crever avec le CO2, enfin, et toutes sortes de choses comme ça. On ne vous parle pas des réussites, ou très peu. Il y a quelques années, rappelez-vous, tous les ans, à une certaine période de l'année, je crois que d'ailleurs c'est à peu près maintenant, je ne sais plus, on vous parlait de la couche d'ozone qui était en train de disparaître. Tous les ans, et on allait tous griller. Bon, on a arrêté les fluorocarbones, et maintenant la couche d'ozone se reconstruit, on en parle très peu, mais en gros, en 2040, la couche d'ozone revient comme elle était avant qu'elle diminue. Elle est en train de se reconstruire régulièrement, et dans une vingtaine d'années, une trentaine d'années, elle sera entièrement reconstituée. Voilà. On n'en parle pas trop. Vous voyez, savez-vous, par exemple, que, vous savez, les rapaces diurnes, nocturnes, les aigles, les chouettes, tout ce que vous voulez, eh bien, ce sont des très bons indicateurs de biodiversité. C'est un sujet que je connais assez bien parce que je suis un ornithologue amateur. Je n'ai pas trop le temps, mais j'essaye d'en faire quand même. Et donc, quand vous avez des rapaces, en général, vous avez une vie, puisqu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire, une vie écologique assez riche. Eh bien, en France, tous les rapaces diurnes augmentent depuis 30 ans. Augmentent, voire 30-40 ans. Voire se développent très bien. Sauf un, le Milan royal. Pour quelle raison? Alors, des fois, les ornithologues ils disent « Attention, le Milan royal est en train de diminuer en France ». Oui, mais on ne dit pas pourquoi. Et la raison, c'est que c'est une sorte de charognard et qui se nourrissait beaucoup dans les décharges à ciel ouvert qui sont aujourd'hui interdites. Il faut le savoir. Donc, mais par exemple, une espèce emblématique qui s'appelle le faucon pèlerin, qui était un animal dont, quand j'avais 15 ans, on était convaincu qu'il allait disparaître dans les 10 ans à venir. Eh bien, le faucon pèlerin niche à Paris, le faucon pèlerin qui était totalement... Enfin, on ne le trouvait que quelques fois dans l'année
en allant dans les montagnes très reculées. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne une niche à Paris, une niche à Lyon et une niche à Bruxelles. Il est en très bonne santé, on n'a plus aucune inquiétude sur son avenir, et ce n'est pas le seul. Donc, il est important de s'intéresser à ce qui fonctionne bien. Exemple, le Rhin était, il y a 40 ans, une poubelle à ciel ouvert. C'était vraiment la plus grosse. Vous avez, sur la vallée du Rhin, la plus grosse concentration mondiale d'industries pétrochimiques, sidérurgiques, enfin extrêmement polluantes. Avec, en parallèle, une autre grosse concentration dans le monde, c'est les grands lacs américains, nord-américains. Un sociologue a fait une comparaison précisément entre les deux univers, ces deux lieux géographiques. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors prenons les États-Unis. Les États-Unis, à partir du moment où il y a une conscience qui a été forte de la gravité de la situation environnementale, il y a mettons 30-40 ans, eh bien ont mis au point des lois, enfin ont mis en place des lois extrêmement contraignantes pour les industries, avec à charge pour les agences de l'État de les faire respecter et avec possibilité pour les associations environnementalistes de mettre en procès soit d'une part les entreprises qui ne respectaient pas les règles et d'autre part les agences environnementales qui ne faisaient pas suffisamment respecter les règles. On est parti dans une démarche extrêmement conflictuelle. Eh bien, certains pourraient dire, ben oui, c'est efficace, puisque, en gros, en 40 ans, on a à peu près une diminution du niveau de pollution générée, diminution d'environ 60%. Et les écologistes, et c'est considéré comme un grand succès des lois environnementales. Et le problème, c'est qu'il y a eu cette diminution, mais en même temps, comment dire, il y a toujours une tension énorme. 90% des démarches environnementales intentées par les entreprises ont été contestées devant les tribunaux par les associations environnementales. 90%. Alors, en gros, aujourd'hui, les industriels considèrent que les grands lacs américains sont propres et que les écolos, c'est des fous furieux irresponsables. Les écolos considèrent que les industriels, ce sont des pollueurs épouvantables, que c'est encore une poubelle et que les industriels sont des irresponsables. Et au milieu, vous avez les pauvres responsables du service public, des agences d'État qui ont du mal à essayer de faire la part des choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Rhin? Le Rhin, ben, en gros, les gens ils se sont plutôt mis autour d'une table. Ils ont essayé de discuter. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément des diables irresponsables de l'autre côté. Et en gros... ce qui s'est passé en 20 ans, diminution de 80 à 90% de la pollution. Et 20 ans plus tard, diminution de ce qui restait de 80 à 90% à nouveau. Les taux de métaux lourds, les taux de cadmium, de plomb, d'autres éléments, sont à l'heure actuelle 10 à 20 000 fois inférieurs aux normes sanitaires standards. Et ça n'a pas été fait dans la contrainte, ça a été fait dans le dialogue. Vous avez des éléments toxiques, cancérigènes, qui sont toujours déversés dans les grands lacs américains, qui ne sont plus du tout déversés dans le Rhin. À l'heure actuelle, le Rhin est quasiment un fleuve dont on pourrait quasiment se baigner dans l'embouchure. Et d'ailleurs, vous savez, en France, Chirac avait dit, je crois que c'était en 98, un jour, on se baignera dans la Seine. Et on l'attend toujours. Et on l'attend toujours, mais vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, on peut se baigner dans la Seine au niveau de la pollution. Il n'y a pas de pollution. Alors, la seule pollution qui pose problème, c'est la pollution fécale. Voilà. Donc là, ce n'est pas encore au point. Mais la pollution chimique, la Seine est propre au niveau de Paris. La pollution fécale, ce n'est pas encore au point. Mais la raison pour laquelle probablement on ne se baignera jamais dans la Seine, c'est tout à fait autre chose. C'est tout simplement qu'il y a trop de trafic de bateaux, de choses comme ça, et c'est très dangereux. Peut-être qu'on ne se baignera jamais dans la Seine, mais ça ne sera peut-être pas à cause de la pollution. Vous voyez ? Et on croit que c'est la pollution qui fait. Aujourd'hui, la Seine est quasiment propre. Je termine. Ah oui, encore un exemple aussi au niveau de... Aujourd'hui, nous avons les connaissances, les moyens techniques de sauver la planète. Ça, c'est incontestable. Je ne sais que cet exemple, cette comparaison-là. Voilà, c'est Roy Anderson, qui est un patron qui avait créé une entreprise de moquettes industrielle, enfin de bureaux, et une entreprise florissante. Un jour, il lit un bouquin écolo, et c'est la révélation de sa vie. Il transforme tout, et son entreprise n'a pas du tout perdu. Au contraire, elle est devenue encore plus florissante.
Il a réduit de 70% ses émissions de gaz. On a aujourd'hui les moyens, les connaissances techniques pour diminuer radicalement le CO2 dans l'atmosphère. Je termine avec cet aspect, les entreprises où il fait bon travailler, les Great Place to Work. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous devez connaître, mais c'est des sondages qui sont faits anonymes auprès des salariés et on leur demande, avec des grandes entreprises, quel est leur niveau de satisfaction. C'est un questionnaire qui est adressé. Beaucoup d'études ont été faites sur le lien entre ces résultats et les résultats économiques des entreprises. Je vous donne ça, mais il y en aurait d'autres, hein. Le premier étant une revue de la littérature. Vous avez plusieurs revues de la littérature actuellement, et en gros, elles montrent que ces entreprises sont tout à fait rentables. Alors, voilà, moi, je vais me permettre un petit coup de pub là en passant. C'est simplement que j'ai écrit quelques ouvrages sur ces aspects-là, enfin sur les aspects de la psychologie positive. Et c'est vrai, comme le disait Grégory, je suis actuellement en train de terminer un ouvrage sur, dont je vous avais eu un petit peu quelques exemples, sur la psychologie positive dans le monde du travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, globalement, aujourd'hui, on peut dire que des démarches telles que la coopération, telles que l'empathie, telles que la confiance, telles que la reconnaissance, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que ça marche d'abord, je rappelle les critères, pour moi, dans la satisfaction des employés. Ça marche parce que les gens ont tendance à faire des bons produits et ça marche aussi dans le respect de l'environnement. Et in fine, pour moi, n'étant qu'un outil, eh bien, ça marche économiquement. Pour moi, l'aspect économique n'est qu'un outil, peut-être que ça peut choquer certains, mais c'est un outil au service de ses autres finalités. Et toujours est-il que ça marche. Oui. Voilà. William Damon, qui est un psychologue, eh bien, s'est intéressé à des entreprises et qui précisément, il s'intéressait à la double réussite, la réussite financière, la double réussite, humaine. Et en fait, il montre très clairement, mais c'est pas le seul, c'est un livre parmi d'autres, qui montre très clairement qu'on peut réussir dans ces deux domaines parallèlement. Quand il était jeune, il avait deux discours qu'il entendait quand il faisait des études. Il y avait des gens qui lui disaient « il faut être fidèle à ses convictions dans la vie, il n'y a que comme ça qu'on peut vivre ». Et puis il y en a d'autres qui disaient « oui, mais les bons, vous savez, les the good finissent les derniers, quoi. Les bons finissent les derniers ». Et donc il avait ces deux trucs, il essayait de comprendre où était la vérité. Et aujourd'hui, il est convaincu que les deux sont parfaitement compatibles et c'est exactement le résultat qu'on a aujourd'hui des études. Depuis quelques années, je fais partie d'un petit groupe qui a été réuni par un sociologue qui s'appelle Alain Caillé. Dans ce groupe, vous avez des gens comme Edgar Morin, vous avez des gens comme Jean-Baptiste de Foucault, comme Jean-Claude Guilbault, comme Patrick Vivray, c'est peut-être des noms qui, au-delà d'Edgar Morin, vous parlent. Et on se réunit, enfin maintenant on se voit moins d'ailleurs, pour des raisons d'emploi du temps. On se réunit une fois par mois à Montparnasse dans un resto et on est en train de changer le monde au Café du Commerce, vous voyez, entre un télo. Et là, on s'est appelé les convivialistes, en référence au livre de Ivan Illich, La convivialité. Et quand même, Alain Caillé a sorti un livre, un jour nous envoie un mail, et il avait fait un petit truc, et on en a discuté, on a eu beaucoup d'échanges, et c'est devenu un petit livre, et qu'on a appelé le Manifeste convivialiste. Je voudrais insister aussi sur le sous-titre, Déclaration d'interdépendance, c'est un petit clin d'œil aux États-Unis, et voilà, qui est sorti et dans lequel on défend l'idée qu'il est possible de mettre en place une société basée plutôt sur la coopération que sur la compétition, dans laquelle on puisse se respecter et que même si il est important que chacun d'entre nous puisse exprimer ses potentialités, ses raisons de vivre, eh bien ça puisse se faire sans forcément écraser les autres. Maintenant, je voudrais terminer avec une petite devinette. Alors je précise bien, c'est une devinette, ce qui veut dire que si vous connaissez la réponse, vous ne donnez pas la réponse, sinon, comme on dit à l'école, c'est de la triche. D'accord? Donc, qui a écrit ceci? Allez-y. Pardon? Le Dalai Lama? C'est ça? Non, c'est ce que... Oui, non, ce n'est pas le Dalai Lama. Mathieu Ricard, ce n'est pas Mathieu Ricard. Gandhi, non, ce n'est pas Gandhi.
Adam Smith. Ah, intéressant, Adam Smith. Adam Smith, la théorie des sentiments. Vous savez que l'anthropologie d'Adam Smith, comme étant le fameux truc, ce n'est pas du boucher, du boulanger, et on a fait toute une anthropologie, c'est une erreur fondamentale. Hein. L'anthropologie d'Adam Smith se trouve dans la théorie des sentiments moraux. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail, dans ce débat. Il a été complètement perverti. Hein. Non, allez, encore une dernière, et puis... Allez, je vous aide. Oui, Mandela. Alors, comme une citation n'a pas de valeur si elle n'est pas référencée, j'y tiens beaucoup. Ah oui, oui, parce que vous avez beaucoup, on prête qu'aux riches, hein, vous savez. Donc, on a prêté beaucoup de citations à Mandela qu'il n'a jamais dites. Voilà, et c'est intéressant parce que quand, depuis des années que je défends des idées sur la bonté, sur les choses comme ça, on m'a parfois traité de gentil bisounours. Comme je dis, je suis un DRH, un doux rêveur humaniste. Et donc, je crois qu'on ne peut pas trop dénoncer Mandela comme étant un doux rêveur humaniste. C'était quelqu'un qui a connu le mal radical. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette citation où il dit que pendant ses 27 ans de prison, cette confiance, cette conviction de la bonté humaine a été un élément important. Mais il dit également, par ailleurs, dans d'autres passages, que ça a été non seulement une conviction fondamentale chevillée à lui-même, mais c'était également une démarche stratégique. C'est-à-dire de cette conviction, il en a fait une démarche stratégique, que c'est bien avec cela qu'il a pu négocier avec ses adversaires. Que s'il n'avait pas eu cette conviction, probablement le pays ne serait pas passé à la démocratie comme il a pu aider à le faire. Et donc, cette conviction n'est pas une conviction naïve, c'est une conviction extrêmement opérationnelle. Je voudrais terminer sur cette citation avec le début, j'ai vérifié en anglais, j'ai toujours su. Il ne dit pas j'ai toujours cru. Vous avez pu voir, j'ai sorti en 2012 chez Odile Jacob un ouvrage qui s'appelle La bonté humaine, qui est une énorme synthèse de recherche dans toutes sortes de disciplines, que ce soit la neurobiologie, la psychologie du bébé, l'anthropologie, la sociologie, l'économie expérimentale. Et on peut dire aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, affirmer que l'être humain est fondamentalement égoïste et violent, comme ça a été très longtemps dit, dans l'état actuel de nos connaissances, ceci est une croyance. Affirmer que l'être humain a un fond de bonté, je n'ai pas dit qu'il était fondamentalement bon, a un fond de bonté plus fort, plus profond, plus intense que le fond à la violence et à l'égoïsme, ça, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est un savoir. Mandela était un visionnaire politiquement, mais ça a été aussi un visionnaire dans cette vision anthropologique, cette vision philosophique de l'être humain. Alors, très modestement, je vais me permettre de m'auto-citer. Après Mandela, ça pèse pas lourd, je le reconnais, mais quand même, voici un peu le fond de ma propre philosophie personnelle, plus de sites que j'ai créés. Et je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Je suis donc président d'une société de portage salarial et je voudrais vous poser la question suivante. Et donc, effectivement, ça se passe plutôt bien dans cette société, correspondant à la psychologie que vous avez décrite. Comment expliquez-vous le pessimisme des Français ? J'ai pas de réponse. Ça reste un grand mystère. Le fait est que lorsque vous avez des enquêtes internationales qui sont faites tous les ans sur est-ce que vous avez plus de l'espoir pour l'avenir, les choses comme ça, les Français arrivent très très loin derrière. Ils arrivent derrière les Afghans, derrière les Irakiens. Ça, c'est un grand classique. J'ai pas de réponse définitive, mais souvent les étrangers, ceux qui vont à l'étranger le savent, les étrangers disent vous avez le plus beau des pays et vous êtes les plus malheureux. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas de réponse, mais moi, donc, je ne me satisfais pas de cet état de fait, donc j'essaye modestement, ainsi que d'autres, d'essayer de petit à petit renverser la vapeur. C'est la seule réponse que je donne à cette question. C'est d'essayer de changer la réalité. Mais je pense, mais ça, c'est pas les Français, vous savez, il y a quelque chose qui génère quand même un pessimisme, pas spécifiquement culturellement français, hein, c'est les médias. Je me tire une balle dans le pied, j'ai été longtemps journaliste, mais vous savez, les médias nous donnent quand même, je dis souvent, si vous voulez
conserver une idée négative du monde, regardez religieusement le journal de 20 heures tous les soirs. Hein. Comme ça, vous serez bien sûr de rester dans cet univers de pensée. En revanche, vous pouvez, à 20 heures, peut-être aller au restaurant du cœur ou faire d'autres choses et vous risquez de changer votre vision du monde. Il faut savoir que les médias vous disent « nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, mais de ceux qui arrivent en retard, on le connaît bien ». Alors moi, je dis « d'accord, vous n'êtes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure, et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des trains qui arrivent en avance ?» Tous ces gens qui nous font avancer vers plus d'humanité. Vous voyez, c'est aussi intéressant. Et il faut savoir que la réponse aussi qui nous est donnée, qui est de dire qu'on répond à la demande, l'offre ne fait que répondre à la demande, elle est fausse. Elle est totalement fausse. J'en voudrais pour exemple 2 éléments. Un, il suffit de regarder ce soir sur Wikipédia, vous allez voir Box Office. Box Office, donc le classement des plus grands succès des films. Que vous regardez sur la version Wikipédia anglaise, donc pour les Box Office américains ou Box Office français, eh bien réfléchissez là 2 secondes. Quels sont les films français qui ont le plus grand succès? Bienvenue chez les Ch'tis. Les choristes, Amélie Poulain. Actuellement, on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est-à-dire, les plus grands succès de l'histoire du cinéma ne sont pas des films de violence, ce sont soit des films d'humour ou d'amour. Lorsque vous avez les deux, vous avez Intouchable. Vous avez l'humour, l'amour, vous avez Intouchable. Et autre exemple, et je resterai là. Un jour, un journaliste de Libération a proposé à Libération de faire le Libé des bonnes nouvelles. On n'est pas là pour raconter les bonnes nouvelles quand même, vous voulez rire. Alors finalement, ils ont fait un peu de lobbying ou je sais pas quoi. Ils ont fini par avoir... Alors, ils ont choisi le 24 décembre. Vous voyez, ça mange pas de pain, le petit Jésus, la bonté, l'amour et tout, tout va bien. Ouais, on peut se permettre. Alors, ils ont appelé ça le Libé des solutions. Ça, et alors, il y en a qui disaient, on va faire un flop. Évidemment, parce que ça se vend pas. Le Libé des solutions, vous pouvez vérifier un certain nombre, vous tapez Libé des solutions, je ne vous raconte pas des histoires. Hein. Non, on ne sait jamais, parce que... Comment ? Voilà, vous l'avez. Bon. Alors, le Libé des solutions a fait quand même 22% de plus que la moyenne de l'année. Ça a été le numéro qui s'est le mieux vendu dans l'année. Voilà. Alors, évidemment, les oiseaux de mauvais augure ont continué à dire « Ah oui, mais c'est qui disait que ça n'allait pas se vendre ?» Ils disaient « Oui, ça s'est vendu parce que c'était un numéro, si on le faisait tous les jours. » Moi, je ne demande pas qu'on fasse le Libé des solutions tous les jours. Je demande simplement qu'il y ait autant d'informations sur ce qui est positif que ce qui est négatif, parce qu'il y a au moins autant de choses positives qui se passent dans le monde. Là, je pourrais vous en raconter plein, mais qui passent peu dans les médias. Et donc, voilà. Bon, ce n'est pas une réponse sur la France, mais c'est une réponse sur le pessimisme général qui pourrait peut-être se développer dans un univers très médiatisé. Oui ? Sur la question. Mais là, vous faites par allusion au gouvernement actuel ou enfin, non, parce que, enfin, en tout cas, si c'est une question de gauche-droite, non, d'accord, ok, d'accord. C'est possible, c'est possible. Alors, c'est vrai que, en tout cas, par rapport aux gauche-droite, c'est vrai que les études dont je parle, elles sont, enfin, les enquêtes, les sondages remontent à avant Hollande, hein, donc il n'y a pas de différence. Hein. Maintenant, oui, ce qu'il y a, c'est qu'on a, alors, quand je disais que j'avais pas de réponse, c'est un peu une petite idée, mais c'est qu'une hypothèse. C'est vrai qu'on est très jacobin, et je pense que le jacobinisme diminue la capacité, l'empowerment local, je pense. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une vraie réponse. Mais la seule réponse que j'aurais, elle irait dans ce sens-là. Bonsoir. Donc moi, je suis médiateur. Je suis intéressé par la notion de coopération. J'essaie de l'encourager. Je constate que bon, la conflictualité, c'est une réalité. Que la conviction, pour parler de conviction ou de croyance, que les conflits peuvent être résolus, par contre, c'est une réalité qui est beaucoup moins diffusée déjà. Et qu'ensuite, par contre, quand on entre dans ces démarches, il se passe en général quelque chose. J'étais très intéressé par ce que vous avez expliqué, bon, dans des grands exemples sur ce qui s'est passé au niveau du Rhin. Vous allez parler de Kyoto en 2 secondes, mais bon, je me dis finalement, on a les moyens, pourquoi on ne le fait pas? Ce serait intéressant de développer sans doute là-dessus. Donc la question que je me pose et que je vous pose aussi, c'est comment faire au niveau où on se trouve pour amorcer cette démarche, sachant qu'on l'amorce dans un milieu qui, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour un régime politique, une situation, etc., est un peu hostile par rapport à la démarche positive. Ouais. Bon, c'est plutôt ça. Sachant que là, je pense qu'à ce niveau-là, enfin une idée que j'ai, c'est une piste, je pense que les 3 niveaux d'application de la psychologie positive, entre le niveau personnel et jusqu'au niveau organisationnel et sociétal, là pour le coup se rejoignent beaucoup parce qu'il faut des personnes de trempe, de conviction,
croyance, d'imagination aussi pour mettre en place les choses. Tout à fait. Ah, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors d'abord, votre métier me plaît. Moi-même, j'ai été formé à la médiation au CNAM. J'ai fait des formations dans le domaine professionnel. Donc, je trouve que c'est une grande nécessité, la médiation. Et c'est une très belle démarche. Et d'ailleurs, enfin, je pense que je parle sous votre contrôle, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Un grand principe de la médiation, c'est que ce n'est pas le conflit qui est problématique. Le conflit humain, le conflit est humain. Déjà, des conflits intrapersonnels, on a des conflits avec nous-mêmes, on doit déjà faire de la médiation entre nous-mêmes, mais le conflit interpersonnel et le conflit interstructure, institutions et autres, fait partie de l'être humain. Le problème n'est pas le conflit, c'est le mode de résolution du conflit. Est-ce qu'on prend des modes de résolution de type violent, domination, soumission, ou des types non violents tels que la médiation? Maintenant, alors comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Alors moi, je pense que j'ai fait partie d'une association qui n'existe plus, mais qui a beaucoup inspiré d'autres, des acteurs de la société civile, qui s'appelait Interaction TPTS. Interaction TPTS, ça veut dire, c'est pas les travaux pratiques, c'est pas les tentatives de suicide, je vous rassure tout de suite, c'est interaction entre la transformation personnelle et la transformation sociale. C'était beaucoup inspiré d'ailleurs par Edgar Morin, par Joël de René et compagnie, enfin toutes les visions systémiques. Et c'est important parce que vous avez des gens qui ont tendance à dire, de toute manière, il n'y a qu'à la base que ça peut fonctionner. C'est l'agrégation de petits changements individuels qui vont faire... bon. Et puis il y en a qui disent qu'il n'y a qu'au niveau politique, au niveau des structures qu'il faut changer. Et je pense qu'en fait, il faut changer une sorte de spirale vertueuse de l'interaction, de la transformation personnelle et de la transformation sociale. Alors, donc ça veut dire que là où on est, à nos petits niveaux, que chacun d'entre nous, déjà, on essaye d'être fidèle à nos convictions, qu'on essaye de répandre un certain nombre de choses autour de nous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec une spécificité, je pense que vous aurez compris, ce qui est de dire, attention, ce ne sont pas que des belles idées, ça a aujourd'hui des fondements scientifiques. C'est un peu... Voilà. Et je pense que chacun, on a une petite mission à accomplir là où on est, essayons de la faire au mieux. Maintenant, au niveau des structures, voilà. Il y a aussi deux façons de voir, soit de faire du lobbying, soit d'essayer de convaincre les dirigeants, mais... Personnellement, il y a quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, en particulier depuis que j'ai découvert le servant leadership, c'est que, comment vous dire, je me suis toujours arrangé dans ma vie personnelle à ne jamais avoir de pouvoir. Voilà. De l'influence, ça me plaît, mais du pouvoir, ça, je déteste. Et parce que j'ai mélangé deux choses dont aujourd'hui je suis malheureux comme les pierres d'avoir tout mélangé, mais bon, c'est pas grave, hein, on mourrait tranquille quand même, c'est que j'ai mélangé le pouvoir d'action de type empowerment et le pouvoir de domination sur les êtres. C'est complètement différent. Et moi, j'ai toujours eu tendance à penser que ça allait ensemble. Et ce qui me réjouit énormément, parce que là, je vous ai pas parlé d'ailleurs des dirigeants français, mais parce qu'il y a moins d'études scientifiques, mais je connais des dirigeants qui sont vraiment des servants leaders et qui sont complètement là-dedans, qui ont une ambition énorme pour leur entreprise et une modestie impressionnante dans leurs relations interpersonnelles. Ce qui veut dire que c'est ceux-là, les leaders dont on en a besoin pour demain, dont le monde a besoin en tant que leader économique et leader politique. Le problème, c'est que, précisément, les gens modestes ont tendance à ne pas avoir, à éviter les postes de responsabilité parce qu'on a trop tendance à associer pouvoir d'action et pouvoir de domination sur autrui. Et donc, je pense à par exemple un patron qui me dit il faut que les modestes prennent le pouvoir. C'est extraordinaire comme formule. Et c'est vraiment un patron de servant leadership, complètement dans cette dynamique. Et donc, j'ai envie de dire, et justement, une école comme HEC, qui forme des leaders de demain, eh bien, tant mieux si des leaders de demain sont des gens qui sont dans le servant leadership. Nous avons besoin de ces responsables économiques pour demain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Le slide sur les caractéristiques du leadership serviteur. Ouais. Parce que... Alors, bon, ça c'est l'étude de Wong. Hein. Vous en avez d'autres qui ont d'autres échelles, d'autres caractéristiques, mais globalement on retrouve un peu quand même les mêmes choses.
Oui, quels sont pour vous les principaux obstacles à l'application des principes de la psychologie positive, notamment en entreprise? Vous avez parlé de la compétition, vous avez parlé des rapports de domination. Quels sont les... Pour moi, le principal obstacle, alors non seulement pour l'entreprise, mais même pour le changement de société à laquelle j'aspire, la société convivialiste, il est dans nos têtes. Je m'explique. Comment vous dire? C'est ce que j'appelle « oui, mais les autres ». Voilà. Oui, mais les autres. Je résume ça en disant ça. C'est-à-dire que, en fait, quand vous parlez avec des gens comme ça, ils vous disent toujours « ah oui, mais c'est bien, mais moi j'y crois, tout ça ». Oui, mais les autres. Et ça, c'est notre principal obstacle. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, j'ai fait ça avec des étudiants. Alors, ce n'était pas une étude scientifique, donc je n'ai pas gardé les chiffres précisément, mais je fais un petit test. Parce qu'en plus, je présentais mon cours, je faisais un cours sur la bonté et tout, puis alors, il y en avait qui disaient que j'étais un rêveur, même si c'est quand même, mon livre est assez solidement fondé. Mais je disais, écoutez, je vous propose de répondre, je vais vous poser une question. C'est anonyme, vous répondez sur un petit papier, puis je vais récupérer. Et est-ce que vous considérez quelqu'un de plutôt bien ou de pas bien du tout? Vous voyez, sur une échelle de 1 à 10, 1, vous êtes vraiment quelqu'un de pas fréquentable, 10, vous êtes quelqu'un de génial, tout le monde vous aime et tout. Alors forcément, vous avez un ou deux étudiants, mais ça veut dire quoi, bien méthodologiquement? Ouais, bon, attendez, c'est bon, on a compris, vous avez compris ce que je veux dire, on ne va pas rentrer dans la méthodo avec une échelle très précise. Ils acceptent le jeu. Alors ils répondent. Au moment de me répondre, de me redonner les trucs, attendez, c'est pas fini. Je vais vous poser une deuxième question. Ah oui, puis je leur dis aussi, marquez si vous êtes un garçon, un G, ou une fille, un F. Alors, deuxième question, c'est vos proches, la famille. Alors, bon, je sais que votre mère, elle est géniale, votre beau-frère, c'est un beauf, mais faites la moyenne de tout ça, et dites-moi ce que vous pensez de vos proches. Alors, ils commencent à penser. Et attendez, avant de me rendre le papier, alors je dis, bon, c'est anonyme, vous restez, parce qu'il me voit arriver là, vous voyez. Alors je dis, soyez toujours sincère pour la troisième question que je vais vous poser, ça sera la dernière. Et là, vous répondez à la même question, mais les autres, la société en général, est-ce qu'ils sont plutôt des gens vraiment bien, plutôt des gens pas bien du tout, où est-ce que vous les situez? Alors en gros, les résultats, moi, c'est 8-9. Et je vous précise, mesdames, qu'en tant que moi, mâle occidental, je suis meilleur que vous sur ce petit questionnaire. Il faut le savoir. Bon, petite dose d'orgueil quand même. Bon. Et alors, mes proches, c'est 6-7, et les autres, c'est 4-5. Et tant qu'on sera là-dedans, on ne va pas avancer. En fait... tout à l'heure, quand je vous disais que le management, un manager avait dit que le management de la méfiance, c'est manager 100% du personnel avec un management qui correspond à 3%. Ce qui est intéressant, c'est que ce gars, il a dit ça, je n'ai pas la référence là, mais je peux vous dire, j'ai le texte très précis. Et ça correspond complètement aux études aujourd'hui en neurobiologie, en psychopathologie, et qui montrent que vous avez à peu près dans la société 1-2% de gens qui ont un dysfonctionnement neurobiologique, de déficit de l'empathie. Mais que, globalement, notre cerveau est biologiquement, non pas programmé, mais prédisposé à l'empathie, à l'amour, à la bonté, à la générosité. J'ai pas le temps c'est pas le sujet, des fois je fais des conférences sur la bonté, c'est pas le cas ce soir. Et ce que je veux dire, c'est que si nous sommes convaincus, le monde ne changera pas, le monde n'ira pas dans un sens meilleur. Le jour où nous serons de plus en plus nombreux à penser qu'il faut être bon, qu'il faut être altruiste, non, ça j'y crois pas. Parce que c'est déjà le cas. Le monde changera lorsque nous serons de plus en plus nombreux à savoir et à être convaincus que nous sommes pratiquement tous poussés par l'altruisme et par la bonté. Il ne faut pas se mettre à part des autres en considérant que nous sommes meilleurs. Et pourquoi? Parce que, alors j'ai d'autres dire là-dessus, vous avez des travaux d'économie expérimentale très intéressants qui aboutissent au fait que nous sommes tous, enfin la plupart d'entre nous, 98%, on retrouve les mêmes chiffres, ce qu'on appelle des coopérateurs conditionnels.
Alors, vous savez, c'est des trucs de type dilemme du prisonnier, mais des trucs plus élaborés. On parle des jeux de la confiance, des jeux de l'ultimatum. Enfin, certains qui connaissent ces trucs-là voient de quoi je vais parler. Et alors, on propose à des gens de se mettre à 4, et on leur dit, par exemple, il faut plutôt jouer de manière coopérative, compétitive, enfin, où ils choisissent eux-mêmes. Enfin, bon, c'est très variable. Toujours est-il que la plupart des gens sont des coopérateurs conditionnels, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à coopérer s'ils savent que l'autre va coopérer. Mais s'ils pensent que l'autre ne va pas coopérer, ou si on leur dit que c'est un compétiteur, alors ils jouent la carte de la compétition. À partir du moment où je pense que je suis entouré de gens qui sont uniquement dans la compétition, je vais moi-même être dans la compétition et je vais vous prouver à l'autre qu'il a raison d'être dans la compétition, puisqu'il a un compétiteur en face de lui. À partir du moment où je fais le pari que j'ai des gens qui sont plutôt dans la coopération, dans l'empathie, je vais prendre le risque de la confiance, de la coopération. Et après, c'est une sorte, en quelque sorte, de prophétie autoréalisatrice. Maintenant, moi, j'ai le défaut ou la qualité d'être un incurable optimiste. Alors, pourquoi je suis un incurable optimiste? Là, je vais me permettre une petite, comment dire, me livrer un peu personnellement. C'est tout simplement parce que j'ai une enfance fracassée, que je fais partie de ce qu'on appelle les résilients, que je suis devenu un jeune violent et qu'à 18 ans, j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas mon passé et que j'ai changé. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes résilientes, et je suis convaincu, beaucoup de jeunes, j'ai été psychologue en maison d'enfants, et j'ai rencontré des gens qui ont changé. Et j'ai surtout la conviction que rien de négatif aujourd'hui n'est forcément définitif. Ce qui veut dire que le monde peut changer. Et je voudrais donner un exemple qui, pour moi, me montre qu'on est au début d'un turning point. On est au tout début. Vous savez, le turning point, enfin, les points de bascule, ça dure longtemps comme ça, puis à un moment, ça part à l'asymptote. Mais donc, je suis convaincu qu'on va vers une société coopérative. Et je pense que les jeunes générations, la génération Y, avec l'économie du partage, la génération Z qui s'annonce, eh bien, eux, ils ont beaucoup mieux intégré ça que nous, les vieux barbons grisonnants. Il y a quelque chose qui m'a impressionné. Il y a 2 ans, quand j'ai publié La bonté humaine, je suis passé sur pas mal de radios, France Inter, RTL, compagnie, et les journalistes, ils disaient « Ah ouais, votre livre, ça c'est courageux, ça sort de ce qui se fait habituellement, puis alors c'est argumenté. » Mais quand même, je vous préviens comment je vais vous interviewer. Et ça commençait toujours, enfin, monsieur Lecomte, mais vous n'êtes pas réaliste. Enfin, alors, maintenant, on a Daesh, mais à l'époque, on avait Bachar el-Assad, on avait Mohamed Merah. Enfin, vous voyez, ça, on a toujours. Hein. Mais enfin, monsieur Lecomte. Ça, c'était il y a 2 ans, alors qu'ils trouvaient qu'eux, ils voulaient défendre le bouquin. Hein. Mais il fallait qu'ils commencent comme ça pour ne pas passer, eux, pour des bisounours. Que moi, je passe pour un bisounours, ça, c'est pas grave, mais qu'eux, au moins, ils étaient vaccinés là-dessus. Maintenant, quand j'ai des interviews, qu'on m'interviewe sur l'empathie, sur la bonté, sur l'altruisme, on dit « Ah, mais vous êtes dans l'air du temps, hein, vous surfez sur l'air du temps. » Alors je dis « Oui, enfin, j'ai aidé un petit peu quand même. Il y a 2-3 ans, on n'en parlait pas de ces trucs. » Puis, avant de sortir ce livre, ça fait des années que je défends ces idées. Donc maintenant, je surfe sur l'air du temps. Il y a 10 ans, vous sortiez des trucs sur l'empathie, sur l'altruisme, vous passiez pour un mec complètement en dehors des clous. Aujourd'hui, l'économie du partage, voilà, on est en train de dire qu'on va peut-être vers une société coopérative. Et donc, je suis un incurable optimiste et je parie, dans 10 ans, que le monde peut passer à la coopération. Une seule chose. Et ça rejoint l'idée des coopérateurs conditionnels. Une seule chose, une seule condition. Et c'est un petit conte qu'on attribue aux Indiens d'Amérique du Nord. C'est un vieux chef Sioux qui dit à son petit-fils, « Je vais te raconter une histoire. Il y a 2 loups. Il y a un gentil loup. Il aime les gens, il leur rend service à tout le monde. Et un jour, il rencontre un méchant loup, agressif, il veut faire du mal à tout le monde. Et ils se rencontrent tous les 2. Ah, ils ne sont pas d'accord. Qui c'est qui gagne? Alors le petit-fils, il dit plein de choses. Il dit non, c'est pas ça. Puis à un moment, le vieux chef Sioux, le sage, lui dit celui qui va gagner, c'est celui que tu nourris le plus. Et que tu nourris le plus. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que ce point de bascule dont je vous parle vers une société coopérative, elle peut exister
mais dépend de ce qu'on va nourrir le plus. Est-ce qu'on va nourrir la confiance? Est-ce qu'on est prêt à faire le saut, de faire confiance aux gens, de jouer la carte de la coopération? Ou est-ce qu'on a toujours peur? Oui, moi je suis bien, mais les autres ils ne le sont pas, et je vais me faire avoir. Si on part là-dedans, on prouvera à l'autre qu'il a raison de ne pas nous faire confiance, et on ne va jamais s'en sortir. Donc je pense que le plus grand obstacle, c'est cette phrase « oui, mais les autres ».